Salut à tous et toutes, bienvenue à l'émission Sans langue de bois sur Burkina Info. Aujourd'hui, nous allons échanger autour de deux sujets, la grève des magistrats et l'extradition de l'adjudant-chef Moussa Nebi Rambo, extradé de Côte d'Ivoire la semaine dernière. Nous allons essayer au cours de cette émission d'analyser le geste de la Côte d'Ivoire. Pour cette émission, j'ai quatre invités, comme d'habitude, Alassane Karama du Sidoya, Nabaloum Aimé du journal Le Reporter, Dimitri Kaboré de Faso-Zine et John Karim Gadiaga de l'économiste du Faso. Nous commençons cette émission avec vous, Alassane Karama. Ça fait 3 jours, plutôt au-delà de 3 jours d'ailleurs, d'autant plus que la grève a commencé depuis mercredi dernier. Nos magistrats sont en grève, ils ont donné les raisons pour lesquelles ils ont décidé d'aller en grève. En tant que journaliste, quelle analyse faites-vous de cette grève? Bon, la grève en soi, tant que d'abord c'est un droit, c'est l'exercice d'un droit qu'ils ont. Et ce sont des hommes de droit, donc ils savent très bien ce qu'ils font à la matière. Donc de ce point de vue-là, je crois qu'il n'y a rien à redire. Si on estime à un moment donné qu'on mérite mieux en termes de conditions de travail, que ce soit au service ou pour soi-même, je pense que c'est tout à fait légitime qu'on puisse certainement donc procéder à la revendication. Maintenant, la manière, la grève était également donc des manières, bon, c'est libre choix à eux donc de pouvoir y aller. Seulement, peut-être ce que je vais dire, il faut quand même qu'on travaille à ce qu'on puisse un peu rallier les positions. Parce que j'ai, en tout cas pour le moment, l'impression que c'est un peu tranché. Parce que les magistrats veulent, en tout cas, tout ensemble. Et du côté du gouvernement également, on estime effectivement que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Et je suis tout à fait de cet avis. Parce qu'on ne peut pas oublier du tout le contexte dans lequel on se trouve. Mais Karama, est-ce que vous rejoignez le ministre de la Justice qui dit oui pour la grève, mais le contexte n'y est pas? Non, pas l'opportunité en soi de la grève. Voilà. Mais moi, c'est peut-être les exigences, la résolution donc des problèmes. C'est dans la manière en fait que cela... Sinon, pour moi, même actuellement, on peut aller en grève. On peut aller en grève maintenant. Qu'il puisse avoir effectivement des discussions, quitte à ce que de part et d'autre, on puisse lasser donc du lest, comme on dit, pour permettre justement aux positions de concilier et permettre aux justiciables de reprendre tranquillement son service. Donc, c'est de ce point de vue, j'estime qu'il ne faut pas être dur, il ne faut pas être intransigeant à ce niveau. Donc, sinon, le principe de grève, à mon sens, je ne crois pas qu'il y ait tout de suite de temps, de moment indiqué pour la grève, parce que bon, de toute façon, les syndicats en général avaient annoncé les couleurs, comme quoi le gouvernement n'aura pas d'état de grâce. Donc, en soi, on n'est pas étonné donc, de cela, mais pour moi, quand même, il faut travailler à concilier les positions, afin que, puisque le plus gros perdant dans l'affaire, finalement, c'est le justiciable. Okay. Voilà, donc c'est ce que vraiment je souhaite pour le moment. Quoi. Ok. Nabaloum Aimé, dans le fond de la question, les revendications tournent autour du statut particulier de ces magistrats et l'indépendance de la justice. Est-ce que ce sont des sujets, effectivement, qui vous interpellent? Absolument. Absolument, parce que comment on appelle la plateforme de cette grève, à mon avis, n'est pas extraordinaire. Hein. C'est pas extraordinaire. Encore plus que quand vous prenez l'aspect indépendance donc de ce pouvoir-là, une indépendance demandée de longue date par presque tout le monde. Hein. Peut-être bon, jusqu'à une certaine date, certains magistrats n'y croyaient pas parce que bon, ils étaient dans les bonnes grâces donc du pouvoir à l'époque, mais presque tout le monde au sein de l'opinion, tous les acteurs avaient reconnu qu'il faut vraiment donner une certaine indépendance, ou du moins l'indépendance donc à ce pouvoir-là, le troisième pouvoir après l'exécutif et le législatif. Donc, moi, je ne vois pas en quoi cela peut poser problème. On applaudit tous, parce que si on arrive vraiment à cela, on pourra, soyez d'accord avec moi, on pourra exiger encore plus donc à ce pouvoir-là, ce troisième pouvoir, donc pour une réelle démocratie au Burkina. Donc, l'aspect, en tout cas, séparation nette des pouvoirs, du judiciaire avec les autres pouvoirs, moi je l'applaudis vraiment à
à 2 mai, quoi. Voilà. D'accord. Dimitri Kabouré, c'est vrai que Karama a souligné le fait que la plateforme revendicative des magistrats, eux, ils la veulent indivisible, alors que certains auraient souhaité que les revendications soient graduelles. Et eux, ils disent également que, notamment en parlant des textes d'application, ils parlent de 8, qui certains ont une incidence financière, d'autres n'ont pas, mais pour eux, il faut aller dans le sens de tout régler en même temps. Quelle lecture vous faites? Oui, là où la sapin, c'est tout ça, hein, le tout en même temps. Je crois que il y a longtemps, ils voulaient peut-être aller en grève, ils n'ont plus le temps d'attendre un certain nombre de réajustements des propositions. Finalement, les deux textes majeurs portant sur la magistrature ont été adoptés en août par le Conseil, en août 2015 par le CNT, c'est-à-dire que la loi portant organisation du Conseil supérieur de la magistrature, également portant statut de la magistrature. Maintenant, il y avait des décrets d'application qui devaient accompagner. Bon, pour des raisons inavouantes griffes, les décrets d'application n'ont pas été pris par la transition. Ok. Il y a un nouveau pouvoir qui a été élu, qui a été investi. Le nouveau gouvernement, on l'a pratiquement le 13, on l'a eu le 13 janvier. Pour moi, les délais sont très courts. Nous sommes déjà en février. Bon, écoutez, le préavis a été déposé. Le préavis a été déposé avant. C'est les attaques terroristes du 15 janvier qui ont fait reporter la grève. Sinon, la grève était prévue du 21 janvier au 29. Maintenant, avec les attaques terroristes, ils ont mis un peu d'eau dans leur vin pour attendre. Mais ils disent que du coup, peut-être je crois qu'ils sont allés en grève, pas parce qu'ils n'ont pas eu de concertation. Je crois qu'ils dénoncent, à mon sens, un mépris de la part des autorités. Parce que lors de la conférence de presse, j'y étais, ils ont répété cette fameuse phrase: le président ne nous a pas considérés. Nous constituons le troisième pouvoir. Il a reçu les DG, il a reçu telle personne. Nous, il n'a même pas cherché à nous rencontrer alors qu'on lui avait transmis nos doléances. Donc, il y a toute cette atmosphère-là. Sinon, la plateforme en elle-même, moi je dis, ma position là-dessus, c'est très difficile de voir les incidences financières. Parce que le gouvernement, à l'heure actuelle, je peux vous le dire, n'a pas encore une mainmise un peu sur tout ce qui se passe. Le gouvernement n'a même pas d'avoir son propre budget. C'est ça. Ils n'ont pas de budget pour le moment. Le budget qui court, c'est le budget que nos amis scientistes ont voté avant de partir. Donc aujourd'hui, la loi rectificative de finances n'est pas encore sur la table de l'Assemblée nationale. Donc actuellement, le gouvernement est en train de jongler. Mais alors qu'apporter de l'argent sur une situation comme la magistrature, je crois que l'incidence financière qu'ils ont eux-mêmes calculée, ça fait environ 3 milliards. Oui. Donc il y a cela. Donc il y a beaucoup d'autres secteurs. Il y a la loi 013 également qui a été revue. Il y a la grille indemnitaire et tout ça. Donc c'est pas facile pour un gouvernement, en gros, qui n'a même pas encore 3 mois d'exercice. Donc, pour moi, il faut mettre un peu d'eau dans leur vin, discuter avec le gouvernement, essayer même d'avoir même ce qu'on appelle un mémorandum. On va signer un protocole d'accord. Écoutez, c'est vrai ce qui s'est passé les années antérieures, mais écoutez, c'est un nouveau gouvernement, quoi qu'on fasse, on est obligé, on ne peut pas leur forcer la main. Je crois que c'est ça l'avantage également de discuter. Nous sommes dans un cadre démocratique. Donc, essayer de trouver un mémorandum et définir même un calendrier. Un calendrier, et ils vont signer. Hein? Et après, maintenant, vous pourrez maintenant rappeler le gouvernement à l'ordre si ça ne va pas. Parce que, bon, déjà, vouloir tout au même moment, en même temps, techniquement, pour un gouvernement qui a moins de 3 mois, même si, je termine par ça, les magistrats ont ramené cette fameuse phrase, le président et ses collaborateurs ont dit pendant la campagne qu'ils ont l'expérience, ils maîtrisent. Écoutez, ce sont des discours de campagne, alors que discours de campagne, tout le monde le sait, est différent de discours de réalité. Donc pour moi, je crois qu'on pouvait aller à ça. Donc je crois qu'on n'a pas intérêt à ce que le dialogue puisse rompre entre le ministère de la Justice, et les magistrats et le chef de l'exécutif. Je crois qu'on pouvait résoudre à l'amiable cette histoire-là sans arriver à sortir un peu les couteaux. Des couteaux. Alors, Karim Guyon Gadiaga, est-ce que vous arrivez à comprendre quand les magistrats disent qu'ils sont un pouvoir, malheureusement, qui n'a pas les moyens, alors qu'ils veulent des moyens pour effectivement que les réformes envisagées dans le domaine de la justice aillent de l'avant, d'autant plus que pour eux, sans moyens, on ne peut rien faire. D'accord, merci. D'abord, il faut dire que, contrairement à ce que Dimitri disait tout de suite, le gouvernement a un budget. Le budget qui a été voté, la loi de finances qui a été votée par les CNT, c'est cette loi de finances-là qui est en même temps le budget du gouvernement. Oui, mais la loi de finances rectificative, oui, c'est juste un réajustement. Oui. Sinon, c'est sur cette base-là que le gouvernement doit fonctionner. Maintenant, on peut parler de la disponibilité des ressources et tout ça. Là. Voilà, peut-être ça. Maintenant, pour revenir à la question des magistrats, effectivement, c'est une grève
qui n'est pas comprise au sein de l'opinion. Elle n'arrive pas à passer. Les gens ne comprennent pas pourquoi. Et en plus, il y a le fait aussi que la stratégie qui est adoptée pour cette grève-là, elle est un peu... moi, je pense qu'elle n'est pas adaptée. Elle ne permet pas justement de comprendre véritablement la réalité des choses. En plus, le timing de la grève, le timing aussi pose problème parce que, quelque part, les gens ils sont choqués par d'autres choses tout de suite. Et tout ça là est lié au fait que, justement, les gens n'ont pas su expliquer exactement quel est le problème, quel est le fond des revendications. Sinon, si on va sur les revendications à proprement parler, elles sont légitimes parce qu'il s'agit de mettre en œuvre des revendications, des besoins que nous avons tous réclamés. Et pendant l'insurrection populaire, l'indépendance de la justice a été accusée d'être véritablement le problème pendant le règne du régime passé. Et il faut véritablement arriver à cette indépendance de la justice. Et on a adopté une loi et il faut mettre en œuvre cette loi-là. Donc, les magistrats aujourd'hui demandent l'application de cette loi. Et l'application de cette loi, il y a tout un ensemble de paramètres, tout un paquet de choses qu'il faut mettre ensemble. Il ne s'agit pas de dire nous mettons cette partie et nous laissons l'autre partie. Ça va ensemble. Ce n'est pas, les gens ont peut-être vu seulement les questions de salaire pour les magistrats, mais il n'y a pas que les questions de salaire. Il y a la question même des finances pour le fonctionnement de la justice. Lorsqu'on dit que, par exemple, la SEE, l'autorité supérieure de contrôle de l'État, qui joue aujourd'hui d'une autonomie financière, c'est la SEE qui instruit les dossiers de crimes, par exemple. Mais la SEE, qu'est-ce que la SEE fait? La SEE fait un rapport pour remettre encore à la justice. La justice ne peut pas faire un jugement sur la base des rapports de la SEE. Il faut aller faire une instruction encore. Et l'instruction, ça demande tout un tas de moyens, un ensemble de moyens en termes de véhicules, en termes de carburant, en termes de choses. Il y a beaucoup de choses. Et même de la sécurité, même des magistrats. Toutes ces questions-là ont besoin qu'on mette en place un budget pour pouvoir assurer le financement de cette indépendance-là, de la séparation des pouvoirs. Il ne s'agit plus d'aller dire, chaque fois qu'il y a un problème, dire au ministre de la Justice, nous avons besoin de tels moyens. Ça, c'est comme si on avait en même temps adopté la séparation des pouvoirs et en même temps on continue d'être il continue d'avoir cette dépendance. Donc il faut permettre au Conseil supérieur de la magistrature, qui a un président, d'avoir son propre budget. Nous parlons de séparation des pouvoirs, c'est comme à l'Assemblée. Le président de l'Assemblée nationale a son propre budget qui permet à l'Assemblée nationale de fonctionner correctement. On n'a pas besoin, le président de l'Assemblée nationale n'appelle pas le président du FASO pour dire nous avons besoin de ça, ou bien le ministre des relations chargées avec le Parlement pour dire que nous avons besoin de ça. C'est à eux-mêmes, ils votent leur propre budget. Donc le président du Conseil supérieur de la magistrature doit avoir son budget. Donc ce sont ces mécanismes-là, faire en sorte que ça puisse être possible. Que les magistrats... Justement, sur cette question, si on fait un peu, si on fait la genèse, on se rend compte qu'en 2014, effectivement, il y avait quand même cette loi organique qui devait être prise au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, le statut de la magistrature, parce que cette loi organique leur permet d'avoir cette indépendance comme le Conseil supérieur de la communication avec la loi organique, mais malheureusement, c'est ce qu'ils disent qui n'avait pas été fait en son temps. On avait simplement pris en compte le Conseil supérieur de la magistrature sans prendre leur statut. Et maintenant, en 2000, sous la transition, le CNT a effectivement pris les deux en compte, malheureusement sans décret d'application. Absolument, c'est ce qui donc finalement, il se retrouve à ne pas... Oui. Non, mais moi, le souci, moi je reviens toujours avec le budget. Oui. Là, le texte a été voté par le CNT en août. Oui. Après Noël, le lendemain 26 décembre, le CNT a voté le budget 2016 du Burkina Faso. Le nouveau président est investi le 29. Le budget, quand vous prenez l'indépendance du Conseil supérieur de la magistrature, il faut que le CSM vienne défendre son budget comme d'autres institutions de la République. Mais le budget a été adopté avant que ce paramètre-là, où le CSM devait discuter personnellement de son budget et les juridictions de leur budget devant les acteurs de l'économie et des finances et au niveau de la commission des finances du budget, ce paramètre a été complètement sauté. Donc on a un budget qui a été voté et qui ne tient pas compte, qui n'a pas de ligne budgétaire pour le CSM.
Aujourd'hui, les magistrats veulent qu'on revienne sur cette disposition. Ça, j'ai dit, on n'a pas encore de loi rectificative. Donc, c'est-à-dire que le gouvernement du Premier ministre Kabatieba fonctionne avec ce que le budget que le CNT a voté le 26 et ce budget-là n'a pas prévu une ligne budgétaire pour les juridictions et une ligne budgétaire pour le CSM. C'est juste la séparation de façade qui dit que le président du FASO n'est plus juste le conseil. Sinon, en termes de budget, ce n'est pas prévu. Alors que le président, si on veut s'inscrire dans le développement, dans la continuité pour notre pays, il faut qu'on travaille sur des bases légales. Aujourd'hui, si on veut que le CSM puisse avoir un budget, comme revendiquent les magistrats, il faut soit attendre la loi rectificative ou attendre l'année prochaine, en décembre, et faire les discussions avec le gouvernement de telle sorte que le budget 2017 qui sera adopté, qu'on puisse mettre en pratique ces éléments-là. C'est tout ça, c'est que moi je deviens toujours en termes de budget. Okay. C'est surtout ça le problème. Alors, oui, carrément, c'est vrai que sur cette question, elle se repose sur plusieurs facettes. Pour l'individu, pour le citoyen, il pense que les magistrats ne font que réclamer des augmentations financières, alors que de l'autre côté, ils nous disent, oui, l'indépendance dont on parle, c'est l'indépendance vis-à-vis des pouvoirs politiques, et puis, parce que si on a une autonomie financière, on n'a plus besoin d'attendre l'État pour régler certains dossiers. Non, il est clair que vraiment, il faut qu'on comprenne qu'à pareille circonstance-là, il faut accepter que ça puisse être un processus. Je crois que Dimitri l'a très bien dit. Il faut même de la gymnastique pour pouvoir créer justement de l'argent. Bon, pas créer, mais en tout cas, trouver de l'argent pour justement répondre à ce besoin spécifique. Parce que le Premier ministre l'a souligné. On peut effectivement adopter des lois, mais lorsque effectivement dans le budget, cela n'est pas clairement précisé, cela n'est pas clairement signifié, où voulez-vous qu'on trouve l'argent pour répondre à ces aspirations? Une chose est de s'engager justement pour... En tout cas, l'initiative en elle-même, elle est noble. Tout le monde salue, tout le monde a demandé, réclamé ici au Burkina Faso l'indépendance de la justice. Cela a un coût. Un coût peut-être qui n'a pas été prévu, en tout cas pour le moment, par ceux qui ont justement souscrit à cette indépendance à travers l'adoption d'un certain nombre de textes. À mon sens, effectivement, il faut permettre à ces nouvelles autorités qui sont là de trouver en tout cas les moyens, la formule pour justement renflouer. Qu'est-ce qu'il faut une loi rectificative, ainsi de suite, pour créer justement cette ligne et également trouver les moyens. Parce que le plus difficile, ce n'est pas simplement de la loi rectificative, mais c'est de trouver également les moyens pour répondre à ces aspirations. Mais là où le problème se pose pour moi, la liberté, c'est vrai, de la justice en tout cas, c'est un tout, je suis d'accord. Mais est-ce qu'on peut tout mettre en œuvre en même temps, d'un seul trait? Je pense que c'est là que toute la question doit se poser. Parce que ça vient d'arriver, il n'y a pas quoi, on n'a pas dépassé une année. La loi adoptée il n'y a pas très longtemps. Donc pour moi, c'est quand même un processus qu'il faut adopter. Maintenant, on peut prioriser les choses, à mon sens, même si tous ces éléments-là concourent à l'indépendance de la justice, mais s'il y a lieu, vu les difficultés que nous avons, vu également la réalité du terrain, mais s'il faut le faire crescendo, mais on va le faire. Quand vous regardez la plupart du temps avec les fonctionnaires, qu'est-ce qui se passe? On a vu des situations où les accords sont signés et c'est une année après que l'État arrive effectivement à servir ces augmentations. Oui, aux agents donc de la fonction publique. Donc de ce point de vue, on ne peut pas... Vraiment, c'est quand même une logique qui est là. Je pense qu'il faut qu'on travaille dans ce sens sans vouloir aller dans forcer les choses. Parce que vous imaginez un seul instant, les gens aiment dire que comparaison n'est pas raison, mais il faut qu'on le fasse. Voilà, il faut qu'on le fasse parce que le gouvernement l'a si bien dit, à mon sens, le Burkina ne se résume... C'est vrai, c'est un pouvoir, hein, mais le Burkina ne se résume pas au problème justement des magistrats. Okay. Vous voyez un gouvernement qui est là, ça fait un bon bout de temps. Les gens même se plaignent parce qu'ils estiment que jusque-là, ça ne bouge pas. Et je reste convaincu que le gouvernement cherche par où commencer. Vu les réalités du moment, il faut savoir prioriser. Au-delà donc de tout ce qu'on a pu dire pendant la campagne, la réalité du terrain est là, elle est têtue. Il faut voir comment s'adapter à cette réalité-là pour qu'au moins on ait l'impression que tous les Burkinabés, bon, en tout cas sentent ce changement escompté. Mais pas vraiment par sectoriel, au niveau sectoriel, c'est souhaitable, mais actuellement, je ne crois pas qu'il soit à mesure donc d'y aller. Ok, avant de terminer sur cette question, peut-être plutôt sur ce sujet, une dernière question à Aimé Nabaloum. Dans leur conférence de presse, ils ont fait ressortir quelque chose. Ils disent que non, que tant qu'ils ne mettent pas la pression, ils ne seront pas satisfaits. Et voilà qu'il y a eu des structures, ou bien en tout cas une entité qui a fait pression, qui a eu 14 milliards il n'y a pas très longtemps, en début d'année. Donc eux aussi, ils pensent qu'en faisant la pression, ils auront peut-être leurs 3 milliards. Non, moi, vous voyez, c'est un peu là où le
bas blesse. Parce que si nos braves magistrats veulent se comparer, on les connaît, hein, ce sont les financiers qui ont pris leur, je ne sais pas comment on appelle ça exactement, hein, qui ont pris leur argent à hauteur de plus de 10 milliards, ce qui a certainement frustré les magistrats. Si les magistrats se comparent à ces personnes-là, à ces agents, pour mettre la pression sur le gouvernement, je crois que c'est raté. C'est raté pour un corps comme la magistrature, pour des gens comme des juges. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent à partir de là. Et puis c'est quoi? Il faudrait que les magistrats ont très rarement grévé au Burkina. Hein, disons, les magistrats sont très rarement allés en grève, plus exactement. Et pour une première fois que ces gens, voilà, pour une première fois qu'ils se... Oui, mais la Constitution, l'article 22 de la Constitution donne le droit aux gens de gréver. Oui, ce qui n'est pas permis, c'est autorisé. C'est ce que j'ai dit à certains endroits. À certains endroits, je l'ai dit. Clairement dit que les magistrats n'avaient pas le droit de grève. Tout à fait, tout à fait. Mais avec la nouvelle situation, ils se disent que c'est l'aubaine. C'est l'aubaine, il faut aller en grève. Il faut s'attendre à ce qu'ils commettent des erreurs dans cette grève-là. Et des erreurs, ils en ont commis. Et il faut qu'ils l'acceptent. On ne peut pas commencer... dans les syndicalismes, on dit que la grève, c'est l'ultime arme. C'est l'ultime arme et les magistrats l'ont sorti tout de suite. Okay. Hein, qu'est-ce qu'il faut en faire? Si la grève n'aboutit pas, qu'est-ce qu'il faut en faire? Il faut paralyser toutes les juridictions. Ce d'autant plus que, soyez aussi d'accord avec moi que les magistrats n'ont pas bonne presse au sein de l'opinion nationale. Il faut qu'ils le sachent. Et les magistrats qui ont poursuivi des citoyens ordinaires, qui ont poursuivi des journalistes pour outrage à magistrats. Et ça a choqué beaucoup au sein de l'opinion. Les magistrats avaient d'abord, à mon avis, à travailler pour redorer leur image que de commencer subitement comme ça, pour un Burkina qui est en train de renaître, hein, que de commencer par une grève de façon bruyante. Ils en ont le droit, mais ils s'y sont très mal pris, et je ne sais pas jusqu'où on ira avec cela. Et pour un pouvoir, moi je pense que je pense que la stratégie, ça pose problème. Oui. Voilà, tu as dit, ils n'ont pas bonne presse. Oui, ils auraient gagné effectivement à expliquer ce genre de choses-là pour que les gens comprennent justement le bien fondé de leur lutte, pour que effectivement ça puisse donner. Parce que là, mais en même temps, il y a comme un piège, c'est un cercle vicieux, puisqu'ils disent que bon, puisque par le passé nous avons été mal jugés, nous voulons changer cette situation parce que nous sommes dans un contexte de plus rien ne sera comme avant. Mais pour faire changer justement la situation, c'est d'avoir ces moyens que nous réclamons là pour pouvoir les faire. Parce qu'on ne se lève pas pour aller faire une instruction, les bras ballants. Quand on fait un travail, il faut une protection. Il faut de la protection rapprochée, voilà. Mais il se plaint par exemple du fait que bon, c'est tout juste au moment de l'instruction qu'il y a une protection, mais après, les risques ne sont pas levés. Tout ça, ils veulent une certaine sécurité. Il y a aussi le fait par exemple que désormais, avec la nouvelle loi, un citoyen qui n'est pas content du travail d'un magistrat peut se lever et puis se plaindre. Tu as parlé tout de suite de l'outrage au magistrat. Désormais, le citoyen peut également se plaindre et le magistrat peut être sanctionné pour ça. Donc tout ça, ce sont des ouvertures qui sont là. Donc, ils ont besoin quand même des moyens pour pouvoir l'appliquer et puis, bon, pour ne pas s'exposer comme ça. Oui, bon, d'accord. Justement, comme vous le dites, c'est vrai qu'on a une étiquette sur le magistrat, on se dit que c'est le gars qui est toujours bien payé. Voilà pourquoi, quand on voit la réaction de certains fonctionnaires, ils ne soutiennent pas trop ces magistrats parce que dans leur tête, dans leur imaginaire, ils se disent que ce sont des gars grassement payés, donc ils ne doivent pas gréver. Mais bon, espérons que, comme l'a dit le ministre de la Justice, le dialogue est ouvert et le Premier ministre, je pense, les a rencontrés. Donc, ce qui fait que peut-être on espère que les deux entités, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire et puis l'exécutif vont s'entendre pour le bonheur du justiciable. Oui, mais c'est déjà fait. L'image du magistrat disons, c'est déjà au talon. C'est déjà au talon. Okay. Et ils ont intérêt à travailler pour se rattraper. Et c'est vraiment, à mon avis, à leur intérêt. Comment le faire? Parce que vous avez suivi le bilan fait par le comité intersyndical dès le premier jour. Ça a été suivi pratiquement à 98%. Mais soyez clairs que tous les 98% des magistrats ne sont pas blancs comme neige. Ok, entendu. Alors, donc, nous partons pour le deuxième sujet. On a vu en début de semaine
le ministre des Affaires étrangères prendre un avion, arriver à Abidjan pour remercier le président Alassane Dramane Ouattara qui, quelques jours avant, avait extradé, comme on l'a dit, l'adjudant-chef Moussa Nebié Dirambo et puis 2 civils impliqués dans le coup d'État du 16 septembre dernier. Alors, quelle lecture faites-vous de ce geste du gouvernement ivoirien? Absolument, on peut dire que c'est le minimum que la Côte d'Ivoire pouvait faire pour le Burkina. Parce qu'aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire se respecte, on ne peut pas dire qu'on est un État démocratique qui respecte l'État de droit, qui protège les choses, qui est soucieux de la justice, et puis en même temps recevoir des gens qui sont poursuivis pour des crimes, qui sont poursuivis pour des déstabilisations des États, un État voisin, notamment le Burkina, et puis les protéger sur son territoire. C'est inconcevable. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui, en remettant ces personnes qui sont sous mandat d'arrêt au niveau du Burkina, c'est véritablement un geste, on va dire que ça coule de source, quoi. En fait, il n'y a pas de quoi, c'est naturel. Et effectivement, il faut saluer cette collaboration de la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, il faut comprendre que ça relève du réalisme, de la réelle politique. La Côte d'Ivoire et le Burkina, en même temps que nous avons des besoins au niveau de la Côte d'Ivoire qui font que nous sommes dépendants de ces pays également a besoin du Burkina parce que, quelque part aussi, nous avons des choses qui intéressent la Côte d'Ivoire. Et comme on le dit, on se tient. C'est un peu l'équilibre de la terreur entre griffes qui fait que la Côte d'Ivoire est obligée de collaborer. Parce qu'on n'oublie pas qu'aujourd'hui, nous avons des besoins en termes économiques, au niveau de l'électricité notamment, au niveau du port. Il y a beaucoup de nos produits qui passent par le port d'Abidjan. Et il y a également des projets sur le plan de l'économie, toujours au niveau de l'autoroute. Il y a beaucoup d'autres projets qui lient le Burkina à la Côte d'Ivoire, qui font qu'aujourd'hui, nous n'avons pas intérêt à nous avoir, en tout cas, un froid avec la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, la Côte d'Ivoire aussi a besoin de nous parce que si aujourd'hui la Côte d'Ivoire est parmi les premiers producteurs de cacao, c'est dû en partie à l'importante main-d'œuvre burkinabé. Et puis aussi à la question sécuritaire. Le régime qui est en place en Côte d'Ivoire aujourd'hui est un régime, en tout cas tout le monde connaît l'histoire, dont les fondements ont été, en tout cas, ont commencé au niveau du Burkina. Et aujourd'hui, il ne faudra pas, la Côte d'Ivoire a intérêt à avoir le Burkina comme partenaire sur le plan sécuritaire et faire en sorte que le Burkina ne soit pas la voie par laquelle, par exemple, le pouvoir, la sécurité à l'intérieur de la Côte d'Ivoire pourrait être déstabilisée. Alors Dimitri, c'est vrai que Gadiaga termine bizarrement parce qu'il dit que le régime qui est en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les voies par lesquelles le régime est passé par des voies venant du Burkina Faso, là on peut interpréter ça autrement aussi, dire que peut-être on a envoyé des gens aussi sous leur babo faire autre chose. Donc, on risque de reposer la question autrement. Mais moi, pour revenir sur l'extradition de Rambo, Moussa Nebié, en regardant les Burkinabés, ou bien en écoutant les Burkinabés, j'avais l'impression qu'ils n'étaient pas aussi satisfaits que ça. Est-ce que vous les comprenez? Ça se comprend aisément. Je crois que, écoutez, le président Ouattara a simplement joué sur le fil diplomatique, c'est tout. Parce que vous savez que les relations étaient arrivées à un moment où c'était vraiment très tendu. Il ne faut pas se voiler la face. Il y avait les Burkinabés qui voulaient, vous savez qu'Alassane a deux personnalités célèbres que la justice burkinabé réclame, à savoir l'ancien président Blaise Compaoré, également le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. Donc écoutez, c'est là, les acteurs de la société civile, les droits humains veulent ces deux personnes. En réalité, c'est ça. Maintenant, en temps, il y a eu le président Roch qui était lors du sommet d'Addis Abeba, il y a eu des échanges avec Alassane Ouattara, effectivement, et c'est ressorti, si vous vous rappelez bien, Roch avait exprimé le souhait qu'on va régler le problème des supposées écoutes téléphoniques par voie diplomatique, et maintenant, et que la Côte d'Ivoire également devait quand même faire des efforts en ce qui concerne les membres de l'ex-RSP qui seraient en Côte d'Ivoire. C'était ça. Pour moi, c'est une sorte je compris ça comme une sorte de deal. Écoutez, je vous livre par exemple Rambo, parce que quoi qu'on dise, Rambo est une personnalité quand même qui
qui jouait un rôle essentiel dans l'armada de l'ex-RSP, et même après le coup d'État manqué, c'est lui et puis Touareg qui aurait même exfiltré le général jusqu'à l'annonciature avant de prendre la poudre d'escampette. Donc, et même son nom a été cité lors même de l'attaque de Yimdi et lors de la fameuse tentative d'évasion en décembre que le Premier ministre Ida avait évoqué à l'époque. Donc, en réalité, c'était une pièce centrale, entre griffes, que la justice militaire voulait quand même pour comprendre un certain nombre de choses. Donc, et les deux civils également. Donc, je crois que le président Ouattara, en décidant d'envoyer Rambo à Ouaga et accompagné de 2 personnes, pour moi, c'est une sorte de deal. Je vous donne Rambo et 2 personnes et on ne parle plus de Soro et de Compaoré. Donc, pour moi, je comprends ça de cette manière. Karama, je vous reprends sur ce qu'il vient de dire. Est-ce à dire qu'après ce geste, il n'y aura plus un autre geste? Non, non, tout à fait. Je pense que c'est le geste ultime à mon sens, quoi. Quand on essaie de tomber en tout cas dans la réelle politique, oui. C'est le geste ultime. C'est vrai qu'on aurait souhaité les gros poissons, ce qui pourra d'ailleurs expliquer un peu la déception donc, de cette population. Mais tout de suite, quand même, on était bien conscient que de ce point de vue, ça allait être difficile que le président Compaoré, ou en tout cas le premier ministre Guillaume Soro, soit livré au Burkina Faso. Donc c'est vraiment pour moi le fruit peut-être donc de cette gestion diplomatique de la situation qui a accouché justement donc de ces cas, donc le cas Rambo et puis donc les 2 civils. Et personnellement, je ne m'attends pas à plus que ça. Ouais. Je ne m'attends pas à plus que ça. C'est pour ça que je parle donc du geste ultime. C'est vrai que pour nous, pour l'opinion, ce n'est pas grand-chose. Voilà. Mais par rapport à, quand même, à la situation que nous avons vécue, je pense que c'est ça qui va permettre peut-être de nous dissiper. Bon, nous aussi, on va se congratuler d'avoir aussi que des personnes aient été extradées vers dans le Burkina. Et puis bon, comme il a dit, hein, les autres sujets là, je pense que les gros poissons, comme on va les appeler, peut-être que ça, on va en parler de moins en moins. Ok. Et Aimé Navaloum, est-ce que vous partagez ce même point de vue? Bon, malheureusement, mais le X, c'est que Karama a terminé sur une note que je ne partage pas forcément parce que l'opinion ne va pas parler de moins en moins du cas Compaoré ou du cas Guillaume Soro. Dans la pratique, prenons le cas du président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Il serait difficile que ce personnage-là puisse être transféré vers le Burkina du fait des écoutes. Ça va être la faisabilité, à mon avis, va être difficile. Néanmoins, c'est une pression sur l'individu qui reste permanente. Ces mouvements seront, en tout cas, comme on dit, calculés de plus en plus. Mais pour le cas Compaoré, l'idéal, et pour Blaise Compaoré, et pour les autorités burkinabées, si vous voulez, les burkinabés, c'est que Blaise Compaoré se présente à la justice burkinabé. Et le peuple va réclamer cela, si vous voulez, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et à mon avis, tant que Blaise Compaoré ne reviendra pas au Burkina Faso, les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina seront toujours tendues. C'est ce que je pense. Okay. Alors, Dimitri, sur cette question, c'est vrai, il a parlé du cas Blaise Compaoré. Est-ce que réellement les autorités ont besoin de Blaise Compaoré? Oui, non, c'est la question. C'est comme je dis, quand le problème, je comprends un peu les agissements de la justice. Écoutez, on a vu le cas Béchir, qui a un mandat d'arrêt de la CPI qui court contre Béchir, qui n'a jamais été arrêté. On se rappelle de l'incident qui est en Afrique du Sud, où la juge a dit, écoutez, un mandat d'arrêt contre le président soudanais, donc voilà, allez me l'arrêter. On a vu par quelle gymnastique Zoum a dû faire pour transférer de vol, l'amener à la base aérienne pour faire partie de la délégation, pour faire partie du président dans une base aérienne rapidement, avant que la justice ne s'en suive. Écoutez, quand vous gérez l'exécutif et quand vous gérez le pouvoir judiciaire, vous n'avez pas toujours les mêmes visées. Mais est-ce que vous voulez nous faire comprendre que c'est difficile de parler de cette indépendance peut-être du judiciaire face aux politiques? Par exemple, on prend un exemple, un homme qui va par exemple au Sénégal, il arrive à l'aéroport, la police sénégalaise l'arrête. Il est frappé par un mandat d'arrêt. Donc vous voulez dire, tant qu'il n'y a pas l'onction du président Macky Sall, la police ne peut pas décider d'extrader cette personne vers le pays qui recherche. Oui, dans nos pays, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Et vous savez, par exemple, oui, dans nos pays, c'est un peu compliqué, quoi qu'on dise. Écoutez, en Afrique du Sud, on a vu quand même, eux, ils sont à un certain niveau. On a vu que Béchir a l'onction
particulièrement se promène partout dans tous les pays africains, et malgré tout, et il se moque même de la procureure de l'institution. On a vu qu'en Afrique du Sud, la justice quand même, qui s'est voulue indépendante, je peux le temps de griffe, a tenu à arrêter. Mais vous savez ce que l'exécutif a fait, malgré toutes les critiques, dire bon, voilà, vous n'avez pas le droit d'interférer dans nos jugements. L'exécutif, oui, justifier non, l'éventuel refus de la Côte d'Ivoire d'extrader les personnes qui sont réclamées par le Burkina. Non. Il n'est pas question, la Côte d'Ivoire doit nous les rendre, ces personnes-là. Déjà, c'est des Burkinabés qui ont des problèmes avec la justice burkinabé. Moi, je ne comprends pas pourquoi la Côte d'Ivoire dirait que non. Je ne parle pas dans le dos de la Côte d'Ivoire. Non, moi je parle de la position burkinabé. Je parle que la position burkinabé, c'est pourquoi j'ai dit, quand vous êtes président et quand vous dirigez la justice, vous n'avez pas les mêmes objectifs. Aujourd'hui, moi, on peut être contre une décision du président du Faso Roch Kaboré par rapport à cette situation. La justice également. Le problème, c'est que quand le débat se faisait, les gens ont dit, écoutez, laissez la justice faire son travail. Et l'exécutif aussi, nous, on va résoudre notre problème à notre manière. Donc, en fait, c'est tout ça le débat. Est-ce qu'aujourd'hui, la justice et l'exécutif peuvent avoir les mêmes objectifs? Est-ce qu'on ne peut pas, pour des intérêts peut-être personnels ou peut-être des intérêts privés, privilégier une autre voie que la voie judiciaire? C'est pourquoi moi je me dis, sinon tout mon souhait est que la Côte d'Ivoire exécute ses mandats, puisque nous sommes dans un état de droit. Maintenant, la question, la réelle politique revient. Est-ce qu'aujourd'hui, le président Roch Kaboré et ses collaborateurs à l'exécutif vont accepter de mettre la pression sur la Côte d'Ivoire pour prendre le président Compaoré? C'est tout là la question. Ok, Karama, je vais réagir rapidement. Il y a, mon ami, je suis d'accord avec vous, il y a ce qui doit être, mais il y a ce qui est. Alors que ici, je pense que c'est ce qui est là, qui est la réalité. Ce qui doit là, ça c'est les aspirations, ça c'est les droits, ça c'est les aspirations, tout ce qu'on voudra. Je pense que le même Guillaume Soro a vécu pratiquement la même situation, même si ce n'est pas exactement la même chose, mais en France. Mais le même Guillaume Soro a quitté Paris et il a rejoint Abidjan. Donc, ce n'est pas une affaire de Burkina seulement. Hein. Je pense qu'à tous les niveaux, à un moment donné, qu'on le veuille ou non, là, en tout cas, il peut y avoir un conflit entre justement l'exécutif et le judiciaire. Et la plupart du temps, parce que quand on parle d'extradition, c'est vrai que c'est judiciaire, mais c'est aussi diplomatique. Sinon même que c'est diplomatique d'abord. Parce que ces accords qu'on signe et autres là, avec ces pays pour peut-être les accords d'extradition, mais c'est d'abord politique. Ce n'est pas que judiciaire, c'est d'abord politique. Donc, il est aussi difficile parfois que les deux aillent dans la même direction. Donc, et en pareille circonstance, les intérêts. Sinon, nous sommes tout à fait d'accord que le président Compaoré doit être ici pour répondre de ses actes. Maintenant, au vu de la situation, au vu de la réalité, sous le régime, en tout cas, Alassane Ouattara, personnellement, en tout cas, c'est mon souhait, mais la réalité en termes d'analyse objective, en tout cas, ça va m'étonner que le président Compaoré vienne sous le régime Alassane lui-même. Oui, mais la question peut-être que, en parlant de cette réalité, peut-être qu'il y a des questions à se poser. Est-ce que le Burkina a des accords d'extradition avec la Côte d'Ivoire? Peut-être ça, parce qu'on ne parle pas de ça, je ne sais pas si ça existe ou pas. Parce qu'on a vu le cas du président, de l'ancien premier chef de l'Assemblée nigérienne, Ama Amadou, en France. Là, le ministre des Affaires étrangères, en ce temps, c'était Moussa Bazoum, c'était Bazoum, le ministre des Affaires étrangères du Niger, qui disait non, qu'ils n'ont pas d'accord avec la France, mais c'est le jour qu'il mettra pied au Niger qu'ils vont le récupérer. Sinon, il ne peut pas l'extrader. Donc, je me demande d'abord si le Burkina a ses accords. Je crois que le cas de Guillaume Soro, il est différent du cas de Blaise Compaoré. Non, je parle de Blaise Compaoré, je ne parle pas de Soro. Oui, voilà. Je parle de Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, c'est un Burkinabé. Et du surcroît, quelqu'un qui a été... Aussi, il faut le dire. Bon, malheureusement, c'est un détail très important. Et ça, je dois avouer que c'est lâche de la part du président. C'est un détail très important. Quelqu'un qui a assumé les plus hautes fonctions au niveau du Burkina, qui a défendu la constitution du Burkina, qui a défendu le territoire burkinabé, ne peut pas, pour des raisons de justice, se lever, aller se prévaloir d'une autre nationalité pour ne pas répondre. Moi, je trouve ça honteux. Et franchement, et si la Côte d'Ivoire se base sur la nouvelle nationalité... Sur cette question, qu'est-ce que vous répondez? Parce que les gens disent que normalement, c'est le pouvoir de la transition qui devait vouloir réellement extrader Blaise, mais on s'est rendu compte que ce pouvoir de la transition, une fois qu'il s'est installé, 2 semaines après, a annulé les passeports diplomatiques de 17 personnalités, dont Blaise Compaoré. Donc, en quelque sorte, ça veut dire on ne voulait même pas qu'il puisse revenir, ou bien que, en quelque sorte, voilà pourquoi, peut-être comme certains l'ont expliqué, le 17 novembre,
ben, on lui a donné la nationalité, Un passeport ivoirien pour qu'il aille au Maroc. Si c'est pour résoudre une question Oui, ponctuelle, donc, Le passeport, on peut voyager avec un simple passeport. Hein. Je pense que nous voyageons. Mais est-ce qu'il avait? Non, mais c'est un citoyen. voilà, Mais il faudra pas qu'il oublie une chose. Pendant Blaise 27 Compaoré ans, a fait 27 ans au pouvoir, Ah, donc un ce n'est passeport même plus sûr diplomatique. qu'il a un passeport ordinaire. non, Moi, je il me ne faut dis- pas il y a défendre des- l'indépendance. Oui, moi je veux dire, il n'y a pas à avoir intérêt, que ce soit du côté burkinabé, que ce soit du côté ivoirien. La question principale qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on reproche au président, à l'ancien président Blaise Compaoré. Blaise Compaoré a son nom cité dans plusieurs dossiers. Prenons-en simplement deux. La question de l'insurrection et la question de l'assassinat du président Thomas Sankara. Son nom est clairement cité. Et la justice burkinabé, ainsi que les familles burkinabé, l'histoire et l'opinion burkinabé a besoin que Blaise Compaoré vienne s'expliquer. En cela, est-ce la Côte d'Ivoire qui a intérêt? Est-ce le Burkina qui a intérêt? Si, comme Gadiaga l'a dit, la Côte d'Ivoire se veut un État démocratique, un État qui respecte les règles de droit, qu'il rende l'ancien président Blaise Compaoré. Le problème, à mon avis, ne souffre pas. Que ce soit difficile ou pas, le principe, il est clair. Blaise Compaoré est impliqué dans des crimes. Qu'il réponde. Oui, mais Parce que moi, justement, au-delà de ça, en tant que journaliste, c'est toujours bon de poser la question de la sorte. Mais quand vous parlez par exemple de l'insurrection, je pense que c'était tout son gouvernement. Mais il y a des ministres aussi qui ne sont même pas dans ce pays. Des anciens ministres qui n'ont jamais été appelés par la justice. c'est pas pour autant, c'est pas pour autant, Blaise Compaoré ne sera son pas nom a été cité. poursuivi. Non, C'est pas pour autant. Mais c'est je pas dis Sur la question, non. C'est une Sur solution. sur la question, le principe, on est tous non, d'accord. là où le problème avec Nabaloum, le problème c'est quoi? Le principe, nous sommes tous d'accord qu'en tant que respectueuse des droits, la Côte d'Ivoire doit livrer le président Compaoré. D'accord. Aujourd'hui, prenez le cas. On aime dire Compaoré n'est pas raison. Vous prenez Julian Assange qui est réfugié depuis plus de 2 ans dans l'ambassade d'Équateur en Grande-Bretagne. pas le- Logiquement, c'est non. pas le même problème. Il y a un mandat d'arrêt. Non, Là, il s'agit attends. de crimes, il ne faut pas... Non, je sais. Il y a un mandat. Ok. de la façon Donc, les pays voilà. qualifient le Donc, truc. c'est pour dire quoi? Logiquement, en matière de droit, nous sommes tous d'accord que l'Équateur doit livrer Julian Assange à la Grande-Bretagne pour qu'on l'extrade, en Suède pour qu'il réponde. Mais pour des raisons diplomatiques, pour des raisons politiques, l'Équateur dit, écoutez, nous sommes sûrs que c'est pour l'amener aux États-Unis, donc nous n'allons pas vous le donner. Donc voilà pourquoi Julian Assange est toujours réfugié à l'ambassade d'Équateur en Grande-Bretagne. Et également, quand vous prenez le cas burkinabé, on a dit les chefs d'accusation. Je prends d'abord les traités. J'arrive. Les traités, on a dit les complicités, le cas Compaoré. On dit que si, parmi les chefs d'inculpation, s'il y a ne serait-ce qu'un chef d'inculpation qui peut mériter la peine de mort, le pays, même s'il y a un accord d'extradition de le pays, en vertu des droits de l'homme, peut décider, malgré si c'est votre citoyen, de ne pas vous le livrer. Donc pour moi, le débat est juridique et politique en même temps. Au-delà de l'attitude de la Voilà. Côte d'Ivoire, c'est l'attitude du président Compaoré lui-même qui Oui, que je là, n'arrive on a pas à besoin de comprendre. débat. Oui, moi je ne peux pas comprendre. Après que le président Compaoré se livre lui-même pour répondre, comme on a fait avec Ama Amadou qui a toujours accepté. dit qu'il ne se reproche rien dans les affaires pour lesquelles on le cherche. Il cherche à prendre une autre nationalité pour fuir la ça justice. c'est un autre débat. Même si la Côte d'Ivoire décide de le protéger, il doit se dire à un moment donné, je dois donner l'exemple. Très rapidement. Voilà. Oui. Pour avoir été premier magistrat de ce pays. je reste sur ma soif parce que je ne suis pas toujours convaincu par mon confrère Dimitri et Karama des raisons qui pourraient amener la Côte d'Ivoire à ne pas livrer le président Blaise Compaoré. Aucune raison ne justifie cela. Ce qui pourrait se passer, ce qui n'est pas mon souhait, c'est que la Côte d'Ivoire, qui a des intérêts, ou du moins les autorités ivoiriennes actuelles, qui ont des intérêts personnels avec l'ancien président Blaise Compaoré, puissent peut-être jouer sur le temps. C'est tout. Mais il n'y a pas... Attendons-nous sur une question quand même précise. Après le retour de Roch-Marc Christian Kaboré du sommet de l'Union africaine, mais l'échange avec Ouattara, je pense ils ont plus parlé de la question des RSP, bon, ce qui est sorti officiellement dans les médias, que de l'affaire Blaise Compaoré. Quand Alpha Mari est parti, il n'a pas été évoqué. Je pense que sur ce plan-là, Ça n'a pas été évoqué. on est tous d'accord avec vous Oui. sur le principe. C'est Sur pas le que principe. nous souhaitons que le président Compaoré laisse ne soit encore. pas extradé, pas du tout. Mais Mais je pense que l'analyse doit être faite sur la base des réalités. Vous avez tantôt parlé justement des intérêts, pourquoi pas personnels, que les autorités ivoiriennes actuelles pourraient avoir avec
M. Compaoré. On ne va pas, en tout cas, prétexter de quoi que ce soit, mais ça peut être ça, le fond du problème. On les mais présume. on va... Oui, non, On non, présume, oui. mais la Côte d'Ivoire n'a jamais dit qu'elle a un intérêt particulier. Non, c'est clair, c'est clair. C'est nous qui tentons de justifier le refus de la Côte d'Ivoire. Donc, si vous analysez l'évolution des choses, vous allez comprendre qu'on parle moins justement de ce débat, en tout cas au haut niveau, que justement des questions du RSV qui vient d'être remis par exemple le cas Rambo. Donc, je pense qu'il faut qu'on psychologiquement, c'est pas que l'opinion peut continuer à réclamer, hein. Voilà, mais bon, on peut avoir la logique. Nous sommes pris par le temps, voilà, nous sommes au terme de cette émission Sans langue de bois sur Burkina Info avec mes 4 invités, John Gadiaga, Dimitri Kaboré, Aimé Nabaloum et Alassane Karama. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro.